il faudrait que demain, on puisse aussi avoir obligatoire que ceux qui veulent diriger le pays aient le courage de s'asseoir pour débattre de leurs projets. Il est hors de question de diriger des pays et d'envoyer à chaque fois des seconds couteaux s'insulter sur des plateaux ou de demander aux journalistes tout simplement de relayer un ou trois mots au lieu d'avoir un débat sérieux mais sur l'avenir et les projets que les uns et les autres portent pour le pays. Très bien. Alors, tout juste un mot, mais sur la décentralisation, sur l'acte 3. Vous me permettrez de faire quelques observations. La première observation et la première surprise que j'ai eue, c'est qu'une réflexion aussi majeure, un acte aussi majeur, n'ait pas été inscrit dans le programme du président candidat, n'a pas fait l'objet d'un point de déclaration de politique générale du premier gouvernement, ni du second gouvernement. Donc, tout d'un coup, on a eu un acte qui, à mon avis, a été mis en place et on l'a fait voter de façon précipitée. Et donc, après coup, on s'est mis à détecter des problèmes et à revenir sur des problèmes de concertation. Je pense qu'il y a un problème de fond et de méthode de gouvernement. Je pense qu'il faudrait que nous prenions l'habitude d'évaluer ce que nous trouvons sur place avant de proposer autre chose. Donc je pense qu'une culture d'évaluation me paraît nécessaire. Il faut quand même dire que le candidat Macky Sall a parlé dans son programme de pôle de développement. Le pôle de développement n'est pas un pouvoir politique. Et c'est pourquoi quand on détruit la région et qu'on dit qu'on a mis en face des pôles de développement, mais je frissonne parce que tout simplement, moi, ce que je réclame en tant qu'homme politique, c'est un pouvoir politique en face de ce pôle économique de développement pour le réguler, pour discuter, pour concerter, pour prendre des décisions. C'est le premier point. Donc la région, pour moi, n'aurait jamais dû être détruite parce que c'était l'instance de territorialisation des politiques publiques. Et dans tout le monde, pendant qu'on va vers des regroupements pour des raisons d'économie, nous, on a éclaté, multiplié la périphérie avec la communalisation, avec des coûts de 8 milliards par an. On est à la première phase. Alors, non, on n'en est dans aucune phase. C'est ce que dit le gouvernement. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de phase. Oui, je suis là quand même pour rappeler ce que dit le gouvernement. On est à la première phase, dans la deuxième phase, il y aura d'autres réformes. Mamoudou, moi, je ne dis que ce que le gouvernement dit, et je n'ai pas dit autre chose. Je dis exactement ce que le gouvernement dit, mais je dis que sur ce que le gouvernement dit, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'on a détruit la région, il y a des problèmes parce que en allant dans cet acte 3, on aurait dû descendre jusqu'au délégué de quartier pour lui donner des pouvoirs, parce que c'est eux que les populations connaissent tous les jours. Les maires n'habitent même pas dans les villes. Et la deuxième chose, c'est que les associations, à la base, c'est à elles qu'il faut donner les moyens de lutter contre la sécurité, contre l'insécurité, de lutter contre le décrochage scolaire, d'aider les populations à rester en justice, mais pour dévorer des services publics. Et tout ça, c'est un vaste mouvement. Il faut réanimer tout le mouvement associatif, lui donner des moyens et lui donner la possibilité d'intervenir dans la vie publique. Et pour moi, c'est un peu ça qui a été manqué. Est-ce que vous pensez, comme Fatimata Sy, que cette réforme de la décentralisation a été dévoyée finalement? De manière générale, les réformes, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme réforme, quand on parle de réforme institutionnelle? Alors, très bonne question. La première chose, c'est qu'il y a une méthode, il y a un processus pour faire des réformes et il y a des conditions pour faire les réformes. Les premières conditions, c'est premièrement avoir des forces sociales qui soutiennent votre réforme. La deuxième condition, c'est donc négativement ne pas avoir des groupes de pression qui vous empêchent de faire les réformes. Et quatrièmement, c'est d'être dans une période de grâce et ne pas être en campagne électorale ou en fin de mandat parce qu'on ne fera pas de réforme. La deuxième chose, c'est que les conditions, les étapes. La première chose, mais c'est une prise de conscience. Vous ne pouvez pas faire des réformes si vous pensez que le pays marche très bien et que tout va bien. Tant que vous vous trompez, mais sur l'état du malade, vous ferez un mauvais diagnostic et vous ferez une mauvaise thérapie. Il faut être froid et considérer que ça ne va pas. Et quand on se rend compte que ça ne va pas, alors là, vous pouvez faire des réformes. Mais les réformes, la deuxième condition, c'est de préparer les gens, de les discuter. Et il faut que dans ce pays-là, que nous ayons l'habitude et la tradition de prendre sérieusement les questions sérieuses, de prendre tout le temps pour les discuter profondément et pour pouvoir prendre des positions. La troisième chose, la troisième condition, justement, c'est qu'il faut avoir des principes, comme des principes d'équité et d'efficacité, mais pour ne pas porter trop aux uns aux autres, parce qu'une réforme, elle remet en question des rentes toujours de certains pour les autres. Et le troisième point, c'est qu'il faut avoir un gouvernement très serré, des délais très précis, et qu'il faut discuter avec l'opposition, avec toutes les populations. Et aujourd'hui, au vu de toutes ces conditions-là, il me paraît aujourd'hui difficile
d'envisager, mais que des réformes puissent être faites d'ici aux élections, aux futures élections présidentielles. Ah oui, et alors, si je vais plus loin, parce qu'on reviendra mais sur l'économie et sur les diagnostics de notre économie, nous avons la nécessité et le devoir de faire produire nos PME et nos PMI. C'est capital, c'est essentiel. Aujourd'hui, le pressentiment que j'ai en tant que chef d'entreprise, c'est que le secteur privé sénégalais est la banlieue, mais de l'économie nationale. Il faut que ça cesse. Il faut que nous ayons une politique industrielle qui nous favorise dans les appels d'offres. Il faut que nous ayons une politique industrielle qui organise la diffusion, mais de l'innovation et tout cela. Et nous n'avons rien. Et c'est ça la tragédie aujourd'hui. Il n'y a pas de politique industrielle, il n'y a pas de politique d'entreprise. Il y a toujours une belle lettre de politique sectorielle, mais qui n'est pas suivie d'action, qui n'est pas suivie de dispositifs. Et donc, moi, je partage bien naturellement l'opinion que vous venez d'émettre. Alors, sur la question de l'éducation, l'émergence, ça commence par la tête et par le cœur. Ce n'est pas les infrastructures. Je suis désolé. C'est de l'éducation. Et c'est par ça qu'on émerge. J'ai fait le tour du monde depuis 2-3 ans pour voir tous les pays qui s'en sont sortis et tous les pays qui ont eu des difficultés. Ça commence toujours par la tête et ça se gâche par la tête. Donc pour moi, la question de l'éducation, elle est centrale. Alors, qu'est-ce que le PSE fait par rapport à ça? C'est vrai que quand vous regardez la partie qui est consacrée au capital humain, vous avez à peu près 10 pages sur plus de 100 pages. Quand vous regardez la protection de l'enfance, vous avez 3 lignes et demie sur tout le document. Quand vous revenez et que vous regardez les questions de leadership, d'institutions, mais de gouvernance qui sont essentielles et de réforme de l'État, parce qu'on en a parlé, vous avez 6 pages. Donc c'est vrai qu'il y a un déséquilibre par rapport à l'axe 1, qu'ils appellent l'axe de production de la richesse. Bon, alors, le deuxième point, donc sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Ndiaye qui est à vos côtés. Le plan Sénégal émergent a été muet sur l'ensemble de ces questions-là. Si vous y ajoutez la question du franc CFA, voyez les failles qu'il y a dans ce plan-là. Alors que le franc CFA dépend d'une monnaie qui, elle-même, a des problèmes de gestion là où on utilise cette monnaie-là, et que si aujourd'hui, dans le plan Sénégal émergent, on dit que c'est le redressement productif qu'on met en avant, si vous redressez une production, alors qu'en même temps, vous laissez votre marché inondé par des produits chinois. Alors, une très bonne question. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre économie. Notre économie a connu 2 décennies. Une première de 1994 à 2005, où nous avons fait toutes les réformes nécessaires. En commençant avec le plan qu'on appelait l'UMSAHO, qui n'a rien d'un plan, qui était un programme de stabilisation. C'est comme le plan Sénégal émergent. J'ai l'habitude de dire que c'est une stratégie de croissance accélérée, ce n'est pas un plan. Parce qu'on a 3 lois, une loi de finances, une programmation des investissements et un plan d'orientation. Et les 3 documents vont à l'Assemblée, c'est notre constitution économique. Mais on a l'habitude d'appeler plan des programmes. Donc on est parti du programme de l'UM, mais de stabilisation. Il y a eu beaucoup de réformes avec Saheloum. Et on a mis 10 ans à avoir une croissance mieux soutenue. Et ensuite, immédiatement, le modèle s'est essoufflé et il y a eu une chute. Ce qu'il faut faire maintenant, et ce qu'il fallait faire, à mon avis, c'était comme avec l'acte 2 de la décentralisation. Mais c'est évaluer. On avait une stratégie de croissance accélérée, elle ne marchait pas, mais il fallait l'évaluer et comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi on a tout le temps des problèmes de passage à l'acte. Le Premier ministre vient d'être nommé aujourd'hui. Il est en train de travailler. Mais demain, il sera le prochain bouc émissaire. Parce que les choses ne marcheront pas. Tant qu'on a des problèmes de passage à l'acte et tant que dans ce pays-là, on ne touche pas les fondamentaux. Nous avons l'habitude d'être très superficiels quand nous faisons un diagnostic. Et même le diagnostic, mais du Sénégal émergent. L'œil clinique, Michel Foucault l'a dit et répété, mais ce n'est pas un œil de jardinier, mais c'est un œil de chimiste. Tu opères une réduction chimique. On regarde les faits pour découvrir les secrets qui sont derrière les faits. Et c'est comme ça, et c'est là où le diagnostic commence. Mais si on ne fait pas un diagnostic sérieux, pour savoir que nous sommes mal partis, pour savoir que nous sommes assis sur des bombes, les thérapies ne pourront être que symptomatiques. Vous allez voir des gens toussés, on va leur donner du sirop alors qu'ils ont la tuberculose. La question de fond, c'est donc de faire un diagnostic sérieux et de prendre les problèmes, mais de façon très sérieuse. Alors, sur ce point, le Sénégal émergent, est-ce que je crois qu'on aura de bons résultats? Il y a 2 choses qui me rendent perplexe. C'est que premièrement, la manière dont le portefeuille d'investissement public a été concocté par McKinsey.
McKinsey, encore une fois, n'a pas les compétences techniques pour faire ce genre d'études qui demandaient des approches de l'analyse coût-avantage, qui sont des problématiques d'économie publique. McKinsey, c'est une boîte de consultation au niveau mondial qui est spécialisée en management, qui peut vendre des visions, qui peut faire de bons schémas, mais pour le choix, la sélection, ça pose un problème. On est parti au PIF dire qu'on aura du 7%. Et aujourd'hui, ce qui est curieux... On ne l'aura pas, les 7% à l'horizon 2016-2018. Mais on ne peut pas l'avoir, maman. Ah oui? On ne peut pas l'avoir du tout. Mais si vous faites de la magie, vous le faites. Mais si vous faites de l'économie, où est l'État réformé qui le fait? Où est le secteur privé réformé qui le fait? Où est les enfants éduqués qui le font? Où est la société sénégalaise qui va bouger, qui va le faire? La question de fond, c'est que nous sommes rentrés dans une grande dépression avec des fondamentaux, le cadrage de l'émergence, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le leadership, la réforme de l'État, nos comportements, tout ça n'est pas secoué pour donner des résultats escomptés. Donc il faut être très cohérent. Nous avons besoin d'être très professionnels et d'être très sérieux dans notre organisation économique et sociale. Ça veut dire des institutions claires, des règles claires, des appels d'offres à des postes, des chefs qui ont des missions, des gens qui sont sanctionnés, et que toute l'économie parasitaire qu'on a d'intermédiaire de 90% qui fait l'économie, il faut essayer de les supprimer, et c'est eux qui polluent l'agriculture. Il y a aussi le retour du plan à l'économie des finances. C'est bon, non? C'est une bonne chose, non? Non, mais c'est une très mauvaise chose, bien entendu. Ah bon? Mais bien entendu. Mais vous me parlez du plan. Le plan, normalement, il est chargé du suivi des évaluations des politiques publiques. Il aurait dû rester à part. On aurait dû avoir un ministère du plan et de l'économie assez solide d'un côté et un ministère du budget et des finances, mais de l'autre côté. Parce que tout simplement, l'un s'occupe du court terme, l'autre s'occupe du long terme. Le fait de rephagocyter les finances, le plan, avec des profils qui ne sont pas tout le temps les plus appropriés pour gérer le plan, va bien naturellement poser des problèmes et va tuer le plan. Oui, et ce sera la dernière question, je suis désolé. Justement, ma question portait sur cette question du plan. À partir de 2000, ce portefeuille a disparu de notre armature institutionnelle. Il revient en octobre 2013, occupé par Abdoulaye Bibi Baldé. Le portefeuille est encore rattaché au ministère des Finances. La question est la suivante. Est-ce que les faiblesses conceptuelles notées dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques ne sont pas quelque part la conséquence de l'absence de planification? Et puis l'autre question, pourquoi est-ce que la cohabitation entre le ministère des Finances d'une part et le ministère du Plan est si difficile? La cohabitation entre Bibi Baldé et Amadou Ba a été très difficile. La première chose que je dois vous dire, c'est que le problème, il est plus grave que ça. Si ce n'est pas des problèmes d'évaluation des politiques publiques, mais c'est des problèmes de comprendre ce qu'il faut faire. C'est aussi grave que ça. J'ai le pressentiment, quand je regarde la gouvernance économique et sociale de ce pays, que les gens n'ont pas une claire perception de ce qu'il faut faire. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que s'agissant du plan, le court terme ne peut pas marcher avec le long terme et c'est normal. Et il appartient au Premier ministre d'arbitrer et au gouvernement de l'animer. Mais cette contradiction, tant qu'elle n'existe pas, il n'y a pas quelque chose de sain. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui s'occupe de recettes, de court terme, d'aller collecter de l'argent, quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'avenir, mais de l'éducation et de l'enseignement. Ils ne peuvent pas être d'accord, il y a toujours des tensions. Et ces tensions-là, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les phagocyter, il faut les laisser exister pour le mieux-être de la gouvernance économique et sociale. Alors, sur le plan, l'absence de planification, il est nécessaire. Ouais. Notre pays n'est pas organisé, notre pays souffre des problèmes de planification. Et tant que le plan sera aux finances, il n'y aura pas de planification, ce sera un alibi. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot plan qu'on fait de la planification. Très bien. Ce pays a besoin d'horizon, ce pays a besoin de vision, et tant qu'on n'aura pas un grand ministère du plan imposante, qui a de l'autorité et qui a une vision, mais la vision du pays ne sera la pas... monnaie, Mounirou Ndiaye l'a souligné. Alors, faut-il se déconnecter de l'euro? Il faut une question de fond. Il pose une question de fond. Oui. C'est que dans le cadre de notre politique économique et sociale, si nous voulons avoir des entreprises performantes, nous avons deux réformes à entreprendre. Oui. Nous devons toucher les taux de change et nous devons toucher les taux d'intérêt. Je m'explique. Toucher les taux de change, c'est une réforme de la Banque centrale et de la façon dont elle mène ses relations avec le reste du monde.
Apparemment, nous avons des ministres des Finances et nous avons des gouvernements qui ne se soucient pas trop de ça et qui subissent la gouvernance de la Banque centrale. Et je pense que c'est un débat politique essentiel pour les prochaines présidentielles. Il faut que les gens réfléchissent sur quelle orientation on veut donner à cette Banque centrale, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, vers où elle est en train de canaliser les ressources. C'est une question importante. Autant on s'est désintéressé mais de l'armée, autant on s'est désintéressé des questions monétaires mais sous-régionales. Il s'y ajoute que les conditions de financement des entreprises, donc oui, moi je suis aujourd'hui, rien que pour entre l'Europe et les États-Unis, sur la dévaluation, mais sur la, la diminution du taux de change, il est évident que oui, parce que l'Europe... Vous êtes pour quoi? L'Europe a une monnaie qui est un peu surévaluée par rapport aux États-Unis. En 3 ans, elle a perdu le même nombre d'emplois, mais que les Américains ont pu obtenir, mais pour des raisons de perte de compétitivité due à la monnaie. Si nous, qui n'avons même pas les structures de l'Europe, nous retrouvons dans le même sens vis-à-vis des États-Unis et de l'Asie, ça veut dire qu'on ne sera jamais compétitif. Et il y a une réforme de fond qu'il faut mener sur les banques et les institutions financières pour diminuer le taux d'intérêt. Malheureusement, on a eu beaucoup de banquiers ces derniers temps dans notre gouvernement. On aurait pu en profiter pour faire des réformes en profondeur sur le système de financement de l'économie. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais c'est un gros chantier à côté de la politique industrielle, à côté de la politique de change, qui va permettre à nos entreprises de se développer pour mieux répondre aux problèmes de l'emploi, qui pour aujourd'hui connaît une situation très dramatique parce que sur 10 emplois promis, nous n'avons qu'un seul emploi que nous arrivons à fournir. Merci El Hadj Ibrahima Sall. Monsieur Sall, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Nous allons voir si vous êtes autant emballé après avoir lu le programme de Ousmane Sonko, vous, l'ancien ministre du Plan. Alors, quelle réflexion vous inspire l'appréciation de Ousmane Sonko, je le cite, au plan économique et social, la revue des politiques publiques menées au Sénégal sur la période 1960-2018 révèle un manque d'ambition, de vision et une faiblesse structurelle des options. Avant d'ajouter, toutes ces expériences se sont conclues sur des échecs retentissants. Ouf, alors, vous vous sentez interpellé? Mais bien sûr, mais je suis interpellé parce que j'ai été ministre du Plan. Tout à fait. Et avant d'être ministre du Plan, j'ai été à l'âge de 26 ans l'un des artisans et des experts de la commission des plans. Et j'ai été très jeune arrivé à présider des commissions nationales du Plan. Et dans l'étude prospective qui avait été faite en 85 à peu près pour 2015, c'est moi qui avais fait toutes les études mais sur la contrainte extérieure. Pour dire que de façon continue, j'ai suivi cela. Alors, sur le fond maintenant du débat, je voudrais dire deux choses mais sur cette phrase-là. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu au Sénégal de revue de politique publique sur la période 1960-2018. Alors, sur le manque de vision, parlons-en. Parce que de 60 à 2018, vous avez des hommes qui étaient exceptionnels, qui se sont mêlés du plan du Sénégal. Je parle de plans de développement économique et social qui ont été conçus et défendus par les pères de la nation. Et notamment par le père Lebray, et qui a dirigé tous ces travaux de 1957 à 1961, jusqu'au jour où le 4 avril 1961, Mamadou Dia se présente devant l'Assemblée nationale, expose le plan. Où est-ce que ces plans-là nous ont menés? Alors, non, mais attendez, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le populisme. Vous pouvez avoir le meilleur plan, qui est un excellent plan, qui a une excellente vision, qui a une excellente ambition, qui a des excellentes options, alors que derrière, l'organisation sociale ou les mentalités qui doivent les mettre en œuvre ne sont pas prêtes. Les gens font cette confusion-là grave entre un plan qui est un document et une organisation qui doit la mettre en œuvre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on y reviendra sur le PSE. Il est important d'avoir un excellent PSE, mais il est tout aussi important d'avoir une réforme de l'État derrière. Alors, sur ce point-là, je n'ai pas de problème. Les hommes qui ont dirigé le premier plan ont été des hommes de vision. Pourquoi ils ont été des hommes de vision? Parce que c'était des hommes sérieux. Leur vision, ils les avaient bâtis à partir d'enquêtes de terrain, d'études prospectives, sur le calcul des tendances lourdes et tout, et avec des groupes d'experts, ils ont discuté avec le peuple sénégalais
qui, à l'époque, a choisi de façon démocratique dans de très larges concertations. Oui, maintenant, développer un peu sur la base de plans aussi sophistiqués qu'ils puissent être. Maintenant, mais c'est pas si sophistiqué que ça. Oui, on fait du surplace là. Non, mais on ne fait pas du surplace. Ce point de vue-là, tu as raison. Non, mais on ne fait pas de surplace, monsieur. Je me demande où est-ce qu'il a fait ses études. Je me demande dans quelle école il a fait ses études. Ce pays est un très grand pays et qui a une longue histoire. Oui. Donc, ne dites pas on a échoué. C'est du populisme et c'est du mensonge et c'est des contre-vérités. Ce pays n'a pas échoué. On a fait de grandes choses. On a éduqué des gens bien. On a mis des choses très importantes. Et c'est un grand pays, mais le Sénégal. Moi, je suis fier du Sénégal et je suis fier de ce que les anciens ont fait. Et sur ce point-là, justement, je voudrais dire une chose. Il ne faut pas, sur fond d'empressement, tirer sur les anciens. Et quand on parle de patriotisme, et on sait d'où ça vient, ça veut dire que ça commence déjà par le respect des anciens. Les planificateurs du premier plan, les planificateurs... C'est de manque de respect. Le fait de dire qu'ils ont échoué. Mais ils ont échoué dans quoi? Ils ont échoué dans quoi? En fait, d'écouler ce pays-là. Non, mais c'est des liens communs, c'est des platitudes. Échouer par rapport à quoi? Par rapport à quel objectif? On n'échoue pas comme ça. L'objectif de développement. Mais c'est quoi l'objectif de développement? Mais vous savez ce que c'est? Mais c'est léger tout ça. Si en 2018 on parle de Sénégal émergent, c'est parce qu'on n'est pas émergent. Mais est-ce que vous pensez qu'on n'a pas fait mieux que lever le niveau de vie des populations? Vous ne pensez pas qu'en faisant des Sénégalais des hommes qui savent se tenir, se comporter et qui puissent préserver la paix et être un pays de paix et de dialogue, et vous pensez que c'est moins bon qu'avoir une élévation de point de vue? Donc ces hommes-là, qu'on me dise tout, sauf qu'ils n'ont pas eu de vision et qu'ils n'ont pas eu d'ambition. Relisez l'exposé du premier rapport où Mamadou Dia dit devant l'Assemblée nationale, vous penserez que nos ambitions sont démesurées, mais nos problèmes le sont tout autant. Et donc c'est pour dire que ce pays n'a jamais manqué d'hommes d'ambition, ni d'hommes de vision, ni d'hommes de plan. Oui, Ousmane Sonko, il en rajoute une autre louche. Il dit qu'aucun plan de développement passé ne traite sérieusement des questions de modèle économique, de financement, de cadre d'expression, des programmes sociaux qui doivent l'accompagner. Que pense l'économiste que vous êtes sur cette affirmation? C'est parce qu'il n'a jamais vu un modèle de planification marcher. Vous avez forcément tous les blocs dans un modèle économique. Vous avez des blocs de production, de consommation, de distribution. Vous avez des blocs sur le secteur privé, le secteur public. Vous avez les blocs sur la contrainte extérieure, sur l'exportation, les importations. Donc vous avez tout un ensemble de choses qui font que quand vous faites un exercice de planification, vous tournez les modèles et vous les faites passer. Et vous ne pouvez pas avoir de blocs manquants. C'est pas vrai. Les exercices de planification font tout ça. Et aujourd'hui, même quand on a abandonné ces vieux modèles pour aller dans quelque chose de différent, on fait un cadrage macroéconomique, mais qui règle tous les problèmes dont il parle. Tout compte fait, le livre de Ousmane Sonko, si vous devrez lui attribuer une note, quelle serait cette note? Je ne me permettrai pas de le faire. Oui. Et je me refuserai de le faire. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement, le système qu'il dénonce, il se caractérise par trois choses. Il se caractérise par le fait, et je suis d'accord avec lui, que dans ce pays, personne n'est à sa place. Je suis d'accord avec lui, le système qu'il dénonce, il est caractérisé, d'après moi, par le fait que tout le monde est en route vers le sommet. Par le fait que tous refusent la patience, l'apprentissage et l'endurance. Et quand on fait tout ça, c'est très facile, mais de prendre une place qui n'est pas la sienne. Et chez les Grecs, ça s'appelait de l'hybris. Ça veut dire la démesure, ça veut dire de l'arrogance. On imagine que le thème de la préférence nationale va être un thème prépondérant de campagne. Quel est votre avis sur la question? Il faut qu'elle fasse l'objet d'une loi, avec des dispositions très précises. Ça, c'est le premier élément. Alors, mais le deuxième élément, c'est que la préférence nationale, en revanche, mais elle est plus concrète, elle a un contenu plus réel que ce qu'on appelle le patriotisme économique, parce que qui est beaucoup plus imprécis, qui est vague. La préférence nationale, c'est clair, on sait de quoi on parle. Bon, alors, le patriotisme, on sait ce que c'est, mais quand on y rajoute économique, on ne sait pas ce qu'on veut dire. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut avancer, prendre un peu plus toujours à l'étranger. Et comment prendre un peu plus sur les terrains de l'étranger?
c'est en respectant les conventions internationales que nous avons signées qui fait que n'importe quoi n'est pas possible encore dans ce domaine en matière de politique commerciale internationale. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sous peine de sortir de l'OMC, de n'attirer aucun investisseur direct, l'investissement direct étranger, ainsi de suite. Donc il faut être conscient de cela et avoir une attitude très responsable à ce sujet. Oui, la préférence nationale, oui, mais est-ce que ce n'est pas du nationalisme de mauvaise aloi? Non, mais la préférence nationale, elle doit avoir un contour précis. Ça veut dire que premièrement, elle doit respecter les conventions internationales que nous avons signées. Et la deuxième chose, c'est qu'elles doivent encourager nos entreprises à condition que nos entreprises aient des avantages comparatifs potentiels. Ça veut dire que si on les aide et qu'on s'en sorte. Sinon, stratégiquement, vous aurez des retaliations, ça veut dire que les autres vont réagir et vont se venger et que c'est une situation qui n'arrangera personne tous. Maintenant, il y a un autre aspect. Vous dites, est-ce que sur le plan des ressources financières, est-ce qu'il faut en tirer la conséquence qu'il faut solliciter le marché intérieur? Là, ma réponse est claire, nette, précise, c'est exactement non. Et surtout pas non. Et pourquoi? Non pour deux raisons. Parce que le marché national est exigu. Le premier effet d'une sollicitation, d'un appel à l'épargne intérieure au Sénégal aura pour conséquence immédiate, mais d'élever les taux d'intérêt. Donc les taux d'endettement sont élevés. Elles vont pénaliser l'activité des entreprises. Elles vont les mettre en difficulté financière et toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc quand vous avez un marché financier qui est beaucoup plus aéré, vaut mieux aller y puiser et vous aurez moins d'effet sur les taux d'intérêt. Le deuxième impact, c'est ce qu'on appelle les crowding out effects, mais c'est les effets d'éviction. C'est que l'État est tellement puissant que quand il vient sur un petit marché intérieur pomper l'épargne, elle va tout simplement chasser toutes les entreprises privées. Et le secteur privé n'est pas à être chassé du marché intérieur. Donc, plus le marché est internationalisé, plus l'État, pour solliciter des ressources, doit mobiliser ses ressources à partir des marchés extérieurs qui sont plus vastes, avec des impacts, mais quasi nuls, mais sur le taux d'intérêt intérieur, laissant au secteur privé, qui a moins de moyens, moins de possibilités de faire appel à l'épargne internationale, de puiser sur l'épargne intérieure. Voilà. Beaucoup de candidats aujourd'hui, à l'image de Ousmane Sonko, pour revenir à lui... Mais c'est pas l'objet de l'émission. Carrément, mais bon, il nous a proposé quelque chose sur la table, il faut qu'on en parle, parce que bon, c'est sa vision politique qu'il nous a donc proposé. Il propose que le Sénégal sorte de la zone CFA. Il n'est pas le seul, d'autres candidats également l'ont proposé avant lui. La problématique du franc CFA vous inspire quel commentaire? Bon, alors, mais ce qu'il faut dire, il faut être juste avec lui, avec M. Sonko. Mais M. Sonko ne dit pas exactement ça, mais il est un peu plus nuancé sur ce point-là. Il dit, nous allons sortir du CFA à terme, mais à court terme, ce qu'on peut faire, c'est aller vers un système à deux devises. D'ailleurs, mais il reconnaîtra que je l'ai lu avec beaucoup d'attention, parce que je lis tous les textes avec énormément de soin. Donc, il propose un système avec deux devises, par exemple l'euro et un panier de devises, l'euro et le dollar, et qui nous permettra effectivement d'avoir une monnaie qui ne sera pas tout le temps surévaluée ou sous-évaluée par rapport à une zone comme la zone dollar. A priori, c'est intéressant. Mais ce que je voudrais dire, et on a fait des simulations aussi, dans ce cas-là, on se rend compte qu'effectivement, avec un panier de monnaie, tous les jours, notre monnaie va fluctuer, mais elle va fluctuer selon des marges qui ne sont pas très importantes. Donc, il n'y a pas un gros problème et ça nous permettrait d'être flexibles et de gérer un peu plus notre balance des paiements. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs faits qui ne sont pas mentionnés. Le premier problème, c'est que quand on fait ça, on n'a plus d'accès illimité et immédiat aux devises étrangères et à taux fixe, comme on l'a aujourd'hui dans les dispositions avec la zone franc. C'est le premier point. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est qu'on peut être amené à rationner. Ça veut dire que demain, mais vous voulez acheter une caméra en Allemagne, on peut vous dire, Monsieur Faye, vous ne pouvez pas l'acheter, attendez 6 mois, attendez 3 mois, parce qu'on n'a pas de devises, on n'a pas assez de devises. Donc il y aura un rationnement de devises qui va freiner l'activité économique. Et ça, si le Sénégal sort seul, ce sera encore plus dur. Et si le Sénégal sort à plusieurs, on peut aller puiser dans les réserves du Burkina Faso, parce que nous sommes dans une sorte de cagnotte commune qui permettrait aux uns d'emprunter les devises dont les autres n'auraient pas besoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas penser que
parce qu'on est sorti, mais parce qu'on est dans un autre système transitoire, que nous allons utiliser les ressources qui sont déposées dans les comptes d'opération. Dans le compte d'opération de la France, les ressources qui y sont déposées vont être déposées dans d'autres banques centrales, comme des dépôts tout simplement de banques. Mais on ne peut pas les ramener ici pour les réinjecter une deuxième fois dans l'économie. En théorie monétaire, on ne peut pas réinjecter deux fois, parce que dès que l'argent vient, l'argent, si ça appartient à Pierre-Édouard Faye, on le met dans son compte en CFA et les devises sont retenues par la Banque centrale. Donc on ne peut pas les réutiliser deux fois. Donc ça, c'est une illusion de penser que en prenant l'argent des comptes d'opération, on peut l'utiliser ailleurs et le réinjecter dans l'économie. La troisième chose maintenant qui se passe, c'est justement cette garantie de taux fixe. Aujourd'hui, si nous allons dans une disposition où nous gérons nos propres devises, c'est vrai que les impacts de balance de paiement et les évaluations et réévaluations seront marginales, mais je mets en garde tout le monde contre les spéculations et les attaques contre la monnaie. Donc nous avons une marge de manœuvre très limitée si jamais nous nous départissons de la couverture de la France. Ça veut dire qu'il faudra être prêt à faire face aux spéculations et aux attaques mais sur notre monnaie. Donc, mais c'est une affaire où il faut faire une analyse coût-avantage, regarder les attaques spéculatives probables, faire des projections, mais ce n'est pas une affaire facile. Et moi qui suis économiste, spécialiste en la matière, je ne peux pas aujourd'hui vous donner une certitude. Et l'économie, en général, c'est beaucoup d'incertitudes. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des prix Nobel ces dernières années ont été récompensés pour des théorèmes d'impossibilité. Parce qu'en économie, on sait ce qu'il ne faut pas faire, on sait rarement ce qu'il faut faire. Et la mise en œuvre, la situation, l'état actuel de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, sera-t-il suffisant pour assurer au président Macky Sall un second mandat? Non, mais je trouve que moi, je ne me pose pas la question par rapport à sa victoire, s'il gagne ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je réfléchis sur ce qui est bon pour le Sénégal. Ce qui est bon pour le Sénégal, c'est que son plan d'action prioritaire dans la deuxième phase soit appliqué s'il est élu pour le deuxième mandat, mais cela ne suffit pas. Il faudrait qu'il réponde à de nouvelles demandes, à de nouvelles interrogations et à de nouvelles difficultés des Sénégalais. Et ça, je pense que c'est sur ça que doit se passer mais toute son attention. C'est de rafraîchir ce qu'il a fait jusque-là et d'apporter des éléments nouveaux sur des défis nouveaux. Et je pense que, mais s'il le fait, ce sera encore un gage de stabilité pour notre pays. Parce que quand même, je voudrais dire une chose. On ne peut pas vivre dans un pays où tous les 5 ans, on change de régime. Moi, j'ai quitté le pouvoir en 2000, pendant que le président Wade et le PDS sont venus. J'ai compté au moins 15 années de temps d'apprentissage et de temps où les régimes et le pouvoir remplaçant apprenaient. C'est énormément de coûts et ça coûte très cher, mais d'avoir tout le temps des nouveaux qui viennent. Parce qu'ils prennent 5 ans pour comprendre des maladresses, des fautes pendant des années. Et je pense que tout cela, le pays ne peut pas se le payer. S'il y a un stock de gens compétents qui peuvent tenir le pays, je pense que la stabilité serait une bonne chose et je ferai le pari de la stabilité. Oui, mais êtes-vous en train de dire aux Sénégalais par des moyens on ne peut plus détourner, réaliser Macky Sall? Non, non, non. Parce que là, c'est ce que vous semblez dire. Non, 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 mais je ne le ferai pas. Mais ce n'est même pas sûr si moi je vais voter pour lui. Mais le PSE n'appartient pas au président Macky Sall. Mais je suis désolé. Donc il l'a mis en œuvre et aujourd'hui tous les hommes politiques peuvent se l'approprier. Et d'ailleurs lui-même, le président de la République, passe son temps à le dire à tout le monde. Il dit à tout le monde, le PSE, ce n'est pas mon programme, c'est un programme consensuel que tous les Sénégalais ont pendant 3 ans discuté, adopté. Voilà. Merci en tout cas. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 2 décembre 2018. Alors, porteur d'un projet de société, on aurait pu comprendre aisément que vous vous présentiez à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Eh bien non. El Hadji Ibrahima Sall n'est pas candidat, c'est ce que j'ai cru comprendre, puisque vous avez assisté hier au congrès d'investiture du président Macky Sall. Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord vous dire, Mamoudou, c'est tout à fait vrai que hier j'ai été personnellement invité par Monsieur le Président de la République et jusque-là c'est le seul des candidats qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Donc j'ai répondu à son invitation. Vous êtes candidat ou vous n'êtes pas candidat? Je suis allé parce que je ne suis pas candidat et j'ai décidé que je le soutiendrai.
À quoi le président Macky Sall devrait être ce candidat-là, derrière lequel il faudrait se ranger? Vous auriez peut-être pu vous présenter ou soutenir un autre candidat de l'opposition, et les opposants pourraient vous rétorquer en disant mais la démocratie, il faut qu'elle vive. Mais tout à fait. Mais la démocratie, il faut qu'elle soit plurielle. Il faut avoir plusieurs candidats, non, en compétition. Mais tout à fait. Oui. Tout à fait. Aujourd'hui, si j'avais eu en face du président de la République un candidat qui assurerait la continuité de l'État et dont je suis sûr qu'il ne ferait pas basculer ce pays dans un contexte de règlement de compte, j'aurais pu. Effectivement, vous avez parfaitement raison, j'aurais regardé les propositions, les programmes, et je les aurais comparés aux propositions et au bilan du président de la République sortant. Même si, bien entendu, il y a énormément de choses à améliorer. Il y a énormément de choses à changer dans ce pays. Vous dites droit d'inventaire. Je dis droit d'inventaire. Je dis, premièrement, il a fait un mandat de redressement sur lequel il y a eu des choses très claires. Par exemple, depuis 40 ans, mais sur le plan économique, on n'a jamais eu 5 ans successifs de taux de croissance supérieur à 6%. Ça, c'est un fait et c'est intéressant. Le deuxième point, c'est qu'il y a des secteurs comme l'énergie qui ont fait l'objet de redressement, avec des puissances installées qui ont augmenté, le coût d'achat de l'énergie qui est passé de 90 à 25 francs, mais pour la Sénélec. Et puis, il y a eu aussi des problèmes qui n'ont pas été réglés depuis 60 ans, qui l'a réglé. C'est premièrement la connexité de notre territoire. Désormais, on pourra quitter Kaolack, aller en Casamance en passant par un pont, c'est important. Le pont de Rosso va être... ils vont poser la première pierre dans 2-3 semaines. Donc ça, c'est des problèmes qui étaient là depuis 1960. Et enfin, je ne parle pas non plus de la volonté de décoloniser économiquement notre pays, puisque qui eût imaginé un seul instant que le président de la Chine vint au Sénégal et être accueilli par le président de la République du Sénégal dans un pays qui était considéré comme le prototype mais du précaré français. Et le président Macky Sall a non seulement reçu le président de la Chine, mais en plus de l'avoir reçu... Mais les critiques qu'on entend souvent, c'est que le président Macky Sall roulerait pour la France. Oui, mais justement, et c'est ça le paradoxe, et je pense que c'est ça mon rôle et c'est ça notre rôle. Moi, je ne peux pas enclencher une chanson mais populaire et ne pas prendre le risque, le recul de regarder. Quand on regarde aujourd'hui, on se voit que, le président de la Chine est venu au Sénégal. Deuxièmement, le président du Sénégal a présidé le forum Chine-Afrique, mais c'était inimaginable. De Diouf, en passant par Wade jusqu'à Senghor, c'était inimaginable. Vous dites droit ou devoir d'inventaire. Quelles seraient vos réserves par rapport à la gestion du président Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir? Ah oui, mes réserves sont très claires. Moi, j'ai des réserves sur la réforme de l'État. Et je dis même, je vais même plus loin. Tant que nous ne réformons pas l'État, nous n'aurons pas les résultats qu'il nous faudra et nous serions en sous-utilisation mais du potentiel, mais que le PSE permet. J'ai l'habitude de dire que le PSE est un plan, mais derrière le PSE, il y a l'organisation qui doit la mettre en œuvre, mais c'est l'État. Il y a les mentalités qui doivent les mettre en œuvre. Et donc tout cela, mais ça demande des réformes profondes sur le système éducatif, mais sur les processus collectifs. Et c'est pour ces raisons-là qu'il nous faut une grande réforme de l'État portée par les plus hautes autorités du pays, par le président de la République et par le Premier ministre. Et c'est ça la question, et c'est la clé, et c'est l'enjeu du mandat prochain qui, à mon avis, doit être un mandat de transformation de notre pays. Alors, maintenant, sur le fond, moi, ce que j'ai vu, mais c'est un président qui était respecté par ses pairs. Et je le dis parce que quand même, il faut se rendre compte que quand vous avez le président de l'Internationale libérale qui vient, qui fait un discours pour dire que oui, ils se sont battus depuis des années sur les libertés et qu'ils pensent que le Sénégal est un exemple. Après, vous avez qui? Vous avez le Parti communiste chinois. Ça veut dire mais des communistes. Là, oui. Vous avez les extra-capitalistes et vous avez mais les communistes. Et vous avez le vice-président, non seulement qui prononce son discours d'appui d'investiture, vous avez une résolution du bureau politique chinois. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire au moins que
le président de la République, Macky Sall, a des talents géopolitiques pour pouvoir faire venir dans un congrès d'investiture. Il se dit quand même libéral. Et de communistes, oui. Mais libéral social. Il se dit libéral social, mais comme les socialistes le disaient, mais socialisme et libéral à l'époque, ou socialisme de marché. Mais c'est la même chose. Non, mais il y a une mort des idéologies. Oui. Est-ce que le PDS est réuni, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'international libéral, qui justifie d'ailleurs la présence des présidents que je viens d'énumérer tout à l'heure, est-ce que le PDS et Réumi ont raison ou tort d'avoir boycotté les assises de cette internationale libérale à Dakar? Moi, je pense qu'il ne faut jamais boycotter. Quel que soit le cas de figure, il faut toujours aller dire et faire porter sa voix et dire à haute voix ce qu'on pense, et même quand on n'est pas pour. Là, Ibrahim Sall, sur la décision du Parti socialiste avec lequel vous avez siégé au gouvernement du président Abdou Diouf de soutenir la candidature du président Macky Sall. Question politique, comment vous appréciez la décision du PS de ne pas se présenter ou présenter un candidat et de soutenir le président Macky Sall? Si aujourd'hui j'étais militant du Parti socialiste, ma réponse aurait été très claire, mais je lui aurais dit. Mais malheureusement, aujourd'hui, je dirige un parti qui s'appelle Parti de la République et je ne peux pas me permettre de m'ingérer dans les affaires intérieures du Parti socialiste. Avant de dire si l'économie sénégalaise se porte bien ou mal, le Sénégal est-il sur la voie de l'émergence au regard du bilan du président Macky Sall qui s'apprête à remettre son mandat en jeu? Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, depuis 2012, le président de la République a entrepris un programme de redressement économique qui, comme je viens de le dire, est en train de donner de bons résultats, de très bons résultats. Le résultat, je vous l'ai dit, jamais depuis 40 ans au Sénégal, on a eu 5 ans de taux de croissance supérieur à 6. C'est une avant-première, c'est des faits objectifs et c'est sur ça qu'il faut avancer. La deuxième chose, c'est que la mobilisation des ressources de financement pour les grands projets et les programmes de ces pays n'ont jamais été plus importants. Ceci étant, maintenant, ce n'est pas la fin du monde. On ne conclut pas comme ça une économie. Il y a tous les aspects qui doivent être, à mon avis, des objectifs de politique économique et sociale et qui, pour l'instant, mais ne sont pas très bien intégrés. Je pense à l'emploi, je pense à l'inégalité, aux inégalités, mais de façon générale, et je pense à tout ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie. Mais notre pays a été redressé, c'est sûr. Le mandat qui vient de s'achever a réussi un redressement économique sans discussion. Ce qui doit se passer pour le mandat prochain, c'est un mandat de transformation, une transformation structurelle de l'économie. Et sur ça, il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup d'actions qu'il faudra faire pour que, en fin de compte, qu'il y ait un impact réel sur les inégalités et sur l'emploi. Donc, un économiste, bon, je me dis, l'économie sénégalaise est sur la bonne voie. Mais nous devons plus. Ma question est précise. Est-ce qu'elle est déjà sur la voie de l'émergence? C'est un ministre du plan quand même. Hein? Oui, mais vous me dites développer, oui, mais je sais ce que c'est. Émerger, bon, mais c'est un discours qui est apparu en 98. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la voie du développement, nous y sommes. Il nous faudrait la consolider avec des actions qui vont se produire au niveau du second mandat. Qu'est-ce que la phase 2 devrait corriger, puisque très prochainement, le Sénégal devrait aller devant le groupe consultatif de Paris. Moi, je pense que la phase 2, en termes d'investissement et de programme d'investissement, c'est parfait. Il faudra continuer à investir comme on a investi avec deux inflexions. La première inflexion, elle porte sur les procédures de sélection des investissements publics. Nous devons avoir plus de calculs, plus d'ordinateurs pour que chaque investissement, chaque franc public qu'on met dans l'investissement public et qu'on soit assuré que c'est le meilleur emploi qui a été fait. Ça me paraît important. Donc, renforcer au niveau de la planification les procédures de sélection des investissements publics et les procédures d'évaluation des investissements publics. Donc, ex ante, il faut bien les évaluer. Ex post, il faut bien les évaluer pour les corriger. Donc, ce dispositif-là, il est essentiel. Il va nous permettre de ne pas gaspiller de l'argent, ni de ne pas gaspiller du capital. Ça me paraît essentiel. Le deuxième aspect sur le PSE, qui me paraît important, donc, on poursuit le programme d'investissement
et en même temps, encore une fois, on réforme l'État. On réforme l'État, on réforme l'État. Et ça, c'est l'action coordonnée au niveau du gouvernement, au niveau du chef de gouvernement, mais s'assurer de la réforme de l'État. Parce que si nous ne réformons pas l'État, on continuera de collecter de l'argent et de les investir et sans avoir l'impact social et économique qu'on voudrait avoir. Et enfin, les objectifs même de la politique économique au niveau du ministère de l'économie et des finances doit être renforcé en y intégrant plus un critère d'emploi, un critère de réduction des inégalités et de transformation structurelle de l'économie. Et ça va loin, ça va jusqu'à la politique industrielle, ça va jusqu'aux politiques de l'innovation, ça va jusqu'aux politiques de paiement. Donc c'est ces aspects-là qui me paraissent importants. L'économie sénégalaise se porte-t-elle bien ou mal au moment où on parle de tension budgétaire ou de tension de trésorerie? Le ministre de l'économie a dit qu'il s'agit plutôt de tension budgétaire et non de tension de trésorerie. Comment se porte l'économie sénégalaise? Bon, d'abord, première chose, elle se porte bien, mais elle peut beaucoup mieux faire. Si vous voulez, on n'a rien compris. Si, elle se porte bien, mais elle peut beaucoup mieux faire. Elle se porte bien, ça veut dire que l'économie est correctement gérée, les grands indicateurs sont là, ils se comportent de façon très bien, mais qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Par exemple, sur les tensions de trésorerie, parce que c'est des tensions du trésor. Le ministre dit tension budgétaire. Non, moi je suis Vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est une tension de trésorerie. C'est une tension de Expliquez-nous. Mais je vous expliquerai mais pourquoi je le dis. Mais peut-être qu'on dit la même chose en ne pensant pas aux mêmes choses. Pourquoi je dis que c'est plus des tensions de trésorerie que des tensions budgétaires? Parce que pour moi, le budget, mais c'est un document prévisionnel. Ces tensions, elles sont réglées de fait, mais par le déficit et par la façon dont elle va être financée. Donc pour moi, de tensions, il n'y a que des tensions de trésorerie pour une raison simple. C'est parce que les cycles de dépenses et les cycles de décaissement et d'encaissement ne sont pas les mêmes. Comment expliquer au commun des mortels que le ministre de l'économie dise qu'on a plus de 300 milliards de réserves à la BCEAO et qu'on parle en même temps de tension budgétaire ou de tension de trésorerie, c'est selon. Bon, aujourd'hui, même si l'État du Sénégal avait eu des problèmes de trésorerie, rien ne l'empêchait d'aller lancer des bons du Trésor à 1 mois, à 2 semaines, à 3 mois. Une catastrophe pour l'économie. Comment régler cette ardoise? Mais je vis. On voit même des étudiants, tout à l'heure, vous faisiez le plaidoyer de l'éducation. On voit des étudiants aujourd'hui exclus d'universités privées parce que l'État doit de l'argent à ces établissements. Bon, mais l'État peut lancer des bons du Trésor pour le montant en question et puis régler les entreprises et avancer. Et bon, elle a des contraintes, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, essentiellement, c'est que c'est pas un problème macroéconomique majeur. C'est un problème qui est dur pour les chefs d'entreprise que je suis, pour mes employés. Mais du point de vue macroéconomique, une économie peut se porter très bien et poser des problèmes. Maintenant, avoir ce type de problème, mais de trésorerie. Maintenant, mais la solution du côté de l'État, c'est quoi? La solution du côté de l'État, c'est d'abord une meilleure programmation financière et budgétaire. Candidat, je ne le suis pas, mais des idées et des programmes, j'en ai, c'est sûr. Et il a parfaitement raison. Et je pense que ce qui est important, le slogan pour tous, le Sénégal pour tous, est un slogan d'inclusion. Mais l'inclusion, c'est beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut ouvrir, permettre la liberté, permettre la mobilité sociale. Ça veut dire d'abord, mais pour l'éducation, il faut de l'éducation aux couches les plus défavorisées. Il faut une égalité des territoires. Et il faut aussi se battre contre les situations de rente. On ne le dit pas assez, mais les situations de rente et les lobbies qui empêchent un bon fonctionnement de l'économie et un accès égal de tous aux opportunités économiques, c'est un autre aussi axe de combat. S'endetter pour construire le TER et l'autoroute Ila-Touba, est-ce opportun, est-ce pertinent? Voilà, aujourd'hui, moi-même, il faut dire que j'ai eu à faire des erreurs personnellement, à faire de mauvaises appréciations. Mais dans la vie, mais nul n'est parfait, on apprend. Ce que je voudrais dire sur ce plan-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 types d'investissements qu'il faut généraliser dans notre pays. Le premier type d'investissement, c'est tout ce qui renforce la confiance. Donc, parce que tout simplement, une économie qui n'a pas la confiance devient une économie de défiance ou de méfiance. Et dans une économie de méfiance ou de défiance, on n'investit plus. Donc, c'est capital, c'est le premier point. Le deuxième point, où il faut concentrer les investissements publics, mais c'est la mobilité.
Autrement dit, sur le la TER mobilité et l'autoroute Ila Touba, TER, vous êtes bus tout à à train fait rapide, d'accord? multiplier. Moi aujourd'hui, mais j'aurais été pour qu'on fasse 10 tramways à Dakar. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas mettre 2 heures de temps pour aller au boulot, 2 heures de temps pour rentrer dans une journée de 8 heures. Ça veut dire 50% de votre PIB se passe dans les transports et du temps perdu. Donc, tous les investissements qu'on doit faire aujourd'hui en matière d'infrastructure, c'est des investissements de mobilité, c'est des investissements de communication et de télécommunications. C'est capital, mais pour l'avenir de notre pays. Mais on ne peut pas émerger si on met 4 heures de temps dans les transports dans une journée de 8 heures. Une minute concernant le franc CFA. Une sortie du franc CFA telle que préconisée par un des candidats déclarés, Ousmane Sonko, pourrait-il ou pourrait-elle être une réponse aujourd'hui? Alors, la première chose sur les questions de CFA, c'est que les questions de CFA sont des questions très techniques. Et on ne fait pas de la politique économique avec des convictions, pas plus qu'on fait de la philosophie avec des opinions. Aujourd'hui, la sagesse recommande, en matière de politique économique, avant que vous ne preniez une décision, que vous la fassiez éclairer par des études. Ça, c'était une introduction. Mais maintenant, sur le fond. Premièrement, une sortie individuelle du Sénégal, du CFA, serait catastrophique et ruineuse. Ce serait une sortie suicidaire. Premier point. Deuxième chose, si on ne peut pas sortir seul, devons-nous sortir en groupe? Oui, c'est possible qu'on sorte en groupe, mais à condition que ce soit préparé. C'est pas parce que vous avez des problèmes... En sachant qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Non, mais je continue justement sur ça. C'est pas parce que vous avez des problèmes avec votre mari, que vous avez envie de divorcer, que vous allez sortir avec votre bébé à 3 heures du matin de la maison sans savoir où vous allez. Ça, c'est simple, c'est évident. Il faut préparer son appart. Pour résumer, vous n'êtes pas favorable à une sortie individuelle du Sénégal? Non, c'est-à-dire que je suis plus dur. Une sortie individuelle du CFA est suicidaire. Et deuxièmement, une sortie collective doit être préparée et maîtrisée. Parce que tout simplement, il faut avoir derrière non seulement un projet d'intégration économique, mais même un projet de gouvernance de la Banque centrale. Ça me paraît important. En quoi cette sortie serait suicidaire? Mais parce que tout simplement, on sort tout de suite le Sénégal, on a notre propre monnaie, la monnaie, elle va tomber jusqu'au plus bas. Et deuxièmement, sachant que notre monnaie va tomber plus bas, il y aura des attaques spéculatives contre notre monnaie, les réserves vont être fondues. Et votre dette aujourd'hui, qui est de 6 000 milliards, va être 6 fois 5. Nous recevons justement M. El Hadj Ibrahim Sall, économiste, président de l'Université polytechnique de l'Ouest africain. Alors, dans le cadre des investissements, il y a un débat qui est posé sur la part réservée aux entreprises nationales dans les marchés attribués par l'État. Bon, sachant que la plupart est exécutée par le privé international. Oui, alors ça c'est une question qui est très intéressante. Mais ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est d'abord un problème de prudence et de rigueur. Lorsque nous parlons d'entreprises non sénégalaises ou d'entreprises étrangères, il faut bien se poser la question si elles sont vraiment étrangères. Parce que ce n'est pas parce que l'actionnaire ou le directeur général d'une société est un Français ou un Blanc ou un Turc que l'entreprise n'est pas sénégalaise. Donc, la plupart des entreprises dont on parle ici sont des entreprises qui sont des entreprises sénégalaises de droit sénégalais. La deuxième chose, ce que l'on appelle maintenant des entreprises nationales. Il faut dire qu'on n'en est plus là. On ne peut plus parler de préférence nationale parce que tout simplement, nous sommes dans une dynamique communautaire. Le droit des affaires, le droit de la concurrence, le droit du commerce, toutes ces législations sont communautaires et aujourd'hui, s'il faut parler de préférence, elles ne peuvent être que de la préférence communautaire. Quand vous prenez des entreprises comme la CSE, elles gagnent des marchés partout dans la sous-région. Est-ce qu'il faut, au nom de la préférence nationale, renvoyer les entreprises maliennes? Et vous verrez que beaucoup de Sénégalais fermeront leurs usines parce que tout simplement, ils ne vont plus exporter. Rajoute aussi que notre zone de compétitivité, là où nous avons le plus d'exportation, mais c'est dans la sous-région et c'est dans les pays de l'UMOA. Donc ça veut dire que nous sommes contraints et nous avons intérêt à rester accrochés à la préférence communautaire et pas à la préférence nationale, qui est un débat dépassé depuis 20 ans. Et le vrai débat, il n'est pas entre entreprises nationales et entreprises étrangères, il est entre petites et moyennes entreprises
et grandes entreprises multinationales. Oui. C'est le grand débat et c'est sur ça qu'il faut mettre le focus. Donc il nous faut... Mais là aussi, on vous dira que bon, dans les pays qui se sont développés, ou alors qui sont développés aujourd'hui, ce sont les petites et moyennes entreprises qui tirent un peu la croissance et la création de richesses, non? Il a été documenté qu'il y a un coût énorme à la protection et que souvent, quand vous mettez de la protection nationale dans vos industries, vous faites payer finalement à 300 fois pour cent, ça veut dire 3 fois plus cher que les produits importés et tout ça. Donc, la rentabilité économique d'une démarche comme ça se pose même déjà avant. Sur le plan économique purement dur, on n'a pas prouvé mais que la protection était une voie pour le développement. Mais il faut quand même créer les conditions maintenant, oui, pour que les entreprises nationales soient, mais bien sûr, soient beaucoup plus mais performantes. Aujourd'hui, mais si vous dites quelque chose, ça a un sens. Si vous me dites il faut organiser le système privé local pour qu'il participe à de la sous-traitance, pour qu'il y ait des transferts de technologie, oui, ça a un sens. Et c'est ça la bonne direction. Il faut développer les relations de sous-traitance, il faut allotir les marchés le maximum. Vous avez aujourd'hui, sur ces questions-là, la préférence nationale n'a pas de sens. Il faut parler de préférence communautaire. Et deuxièmement, le débat, il est entre grandes entreprises et petites entreprises et il faut s'organiser pour que les petites et moyennes entreprises puissent participer à la création de richesses parce que l'enjeu, justement, c'est la croissance inclusive, c'est la lutte contre la pauvreté et c'est l'emploi sur le territoire national. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un dialogue, c'est une concertation, c'est un travail qu'il faut faire avec le secteur privé. Alors, c'est ça. Un autre thème qui sera certainement au cœur de cette campagne électorale et qui a été relancé ces derniers temps, c'est la question du franc CFA. C'est un discours de l'extrême droite européenne qui a un peu relancé ce débat. Pour être plus précis, c'est le vice-premier ministre italien qui a déclaré qu'avec sa tutelle monétaire, la France est à l'origine du drame des migrants et la paupérisation de l'Afrique. Là, il confirme quand même certains discours qu'on a entendus sur le franc CFA. Bon, oui, c'est ce que je voudrais vous dire d'abord, mais c'est que en Europe, on dit autant de bêtises sur la monnaie et sur le CFA qu'en Afrique. C'est pas seulement, nous n'avons pas l'apanage des bêtises. Et quand vous effectivement, quand vous écoutez le discours de l'extrême droite en Europe, et vous voyez que c'est un tas d'ignorants et c'est inadmissible. C'est pas vrai ce qu'il dit. Ce n'est pas vrai, et c'est de l'ignorance, et je vais vous expliquer pourquoi. Une zone monétaire est un projet de civilisation. On fait une zone monétaire pour effacer les frontières. C'est pour que les biens, les marchandises, les capitaux et les personnes puissent circuler facilement. Et il est important que quand on est contre la circulation des Africains en Europe, effectivement, qu'on attaque le CFA. Donc là, vous avez les raisons qui font que l'extrême droite européenne attaque le CFA. Ce n'est pas les mêmes raisons pour lesquelles, par exemple, les jeunes nationalistes dans nos pays attaquent le CFA, mais c'est pour des raisons complètement différentes. Ils se sont retrouvés sur les mêmes objectifs, mais pour des raisons complètement opposées. Le vice-ministre italien de l'extrême droite, il veut protéger son Europe, et c'est le même discours qu'on va trouver chez Marine Le Pen, qui est contre le CFA, et c'est effectivement, mais pour des raisons complètement différentes. Ils veulent réduire et freiner la mobilité. Ceci étant, leur démarche est basée sur une erreur fondamentale, parce qu'ils pensent que parce qu'on a une monnaie surévaluée, on reviendra dessus, parce qu'on a une monnaie surévaluée, on va émigrer. Donc les raisons pour lesquelles les gens émigrent en Europe sont beaucoup plus sérieuses et plus profondes que des facteurs permissifs qui feront que notre CFA peut acheter beaucoup plus facilement. Et on aurait eu d'évaluer le CFA, ça n'aurait pas empêché aux jeunes qui vont prendre la mer d'aller vers la mer. Mais on peut quand même comprendre le sens de son discours, parce que s'il dit qu'il n'y a pas... s'il dit alors qu'il y a des migrants qui viennent en Europe, parce que effectivement le franc CFA n'a créé ni emploi ni industrie en Afrique et qu'on ne transforme pas les matières premières en Afrique. Bon, c'est ça un peu le sens ça c'est une deuxième proposition. Oui. Parce que la première proposition portait sur... C'est à cause du CFA qu'ils viennent chez nous. Oui. Et la deuxième partie de la proposition dit c'est parce que le CFA n'a jamais développé un pays ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, sur ce point-là, tout simplement, un problème de raisonnement très simple. Quand vous avez un phénomène, mais comme le sous-développement,
et que vous avez plusieurs facteurs, quand vous devez voir parmi les facteurs lesquels sont responsables du phénomène, ou parmi les facteurs lesquels expliquent, en tout cas en majeure partie, le phénomène, vous procédez par élimination. Vous ne vous levez pas pour désigner arbitrairement le CFA comme responsable du sous-développement. Donc, si vous aviez fait un diagnostic différentiel, vous verrez que vous ne pouvez pas prendre le CFA arbitrairement comme ça et l'accuser du sous-développement. Vous savez, mais le sous-développement, il est profond. Il dépend des institutions, il dépend des leaderships, il dépend de l'histoire, il dépend des conditions dans lesquelles les pays ont été bâtis ou sont nés. Elle dépend de la façon dont on travaille, elle dépend de la façon dont on consomme, la façon dont on épargne, la façon dont on investit. Donc prendre le CFA comme le dernier élément, venir que c'est à cause de lui, mais ce n'est même pas un raisonnement, c'est du n'importe quoi. Donc il faut être sérieux. Il faut faire un diagnostic différentiel. Et aujourd'hui, les problèmes de l'Afrique et les problèmes de sous-développement, ils ne dépendent pas de la monnaie. Si ça dépendait de la monnaie, chaque pays aurait manipulé sa monnaie pour se développer. Il y a 3 choses qui développent un pays. C'est le travail, c'est l'épargne et c'est l'investissement. Et donc, tout ce que vous dites autour, c'est des phénomènes qu'on fait naturellement avec la monnaie. Oui, mais qu'on fait avec la monnaie, mais qu'on peut faire avec n'importe quelle monnaie. Et donc, c'est un problème idéologique de fond. Et ça nous pousse à comprendre une chose, que devant la montée de l'extrême droite, un peu partout en Europe, il nous faut avoir notre monnaie unique, tôt ou tard, et il nous faut sortir. Et sur ce point-là, moi, ce que je dis, c'est que le débat sur le franc CFA, il y a un débat sur le franc CFA, mais ce débat a jusqu'ici été toujours mal posé. C'est un débat qui ne doit pas être posé le regard en arrière sur la colonisation. Il faut décomplexer le débat et nous décomplexer comme des anciens colonisés et poser le débat par rapport à l'avenir. Et le seul débat, le seul vrai débat, c'est la monnaie unique de la CEDEAO. Il faut prendre la hauteur et la poser à ce niveau-là. Et sur ce point-là, il y a un projet qui est en cours, qui est mené par les différents chefs d'État, qui est très bien conduit et qui doit aboutir à la création d'une monnaie unique. Et ça, c'est très important. Et moi, ce que je voudrais demander, c'est à ce que tous les nationalistes et patriotes du Sénégal, au lieu de s'investir sur un débat néocolonial et de voir aujourd'hui comment le processus de création de la monnaie unique de la CEDEAO est un processus souverainement conduit par les États africains ou contrôlé par des puissances extérieures. C'est ça le vrai débat. L'autre point, la parité. Oui, mais je reviendrai sur la parité, mais c'est le dernier point. Quand on a une garantie de convertibilité illimitée en montant, partout dans le monde, et à tout instant, c'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, quand vous avez des CFA dans votre poche, vous allez en Chine, on vous les prend. Moi, quand je vais en France, on me les prend. Et ça, c'est un point important. Quand vous les importez sans problème. Très bien. Et donc, quand vous avez des garanties comme ça, ça veut dire en contrepartie, mais il y a forcément des obligations et le compte d'opération n'est rien d'autre qu'une partie des garanties, c'est les 50%, et la partie qui excède les 50%, mais c'est de la gestion de trésorerie et le dépôt dans un compte. La parité fixe euro-CFA est aussi considérée comme un argument béton. Non, mais ce n'est pas un argument du tout. Encore une fois, parce que tout simplement dans les arrangements monétaires, vous pouvez avoir une parité fixe ou à l'autre extrême, une parité flottante, et entre les deux, des parités fixes mais ajustables. Tous les 3 types d'arrangements monétaires existent. Et chaque arrangement monétaire a ses avantages et ses inconvénients. Et il est important que je vous explique justement que la parité fixe, le premier avantage d'une parité fixe, c'est qu'elle permet de rassurer les investisseurs. Parce que tout simplement, quand vous prenez une décision d'investissement, vous êtes sûr que vous n'aurez pas sur les 20 prochaines années ou les 10 prochaines années des variations de taux de change tous les ans qui vous amènent à recapitaliser, à voir les profits, les bénéfices que vous faites. C'est le premier point. Le deuxième avantage d'un taux de change fixe, et plus précisément d'ailleurs d'une monnaie qui est forte, surévaluée ils disent, mais pas, ce qui ne veut pas forcément dire la même chose. Mais c'est que quand le CFA est fort, arrimé sur l'euro, comme ça sur une longue période,
ça vous permet de maîtriser l'inflation importée et ça veut dire tout simplement que vous allez avoir des différentiels d'inflation à votre avantage. Et ce qui s'est passé au dernier trimestre, non, au troisième trimestre de 2018, quand vous regardez des pays comme la Chine, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Suisse et le Canada, le franc CFA s'est légèrement apprécié du fait de l'appréciation de l'Europe, mais en revanche, elle s'est appréciée de quelques 0,8 points, mais le différentiel de taux d'intérêt a été tellement à notre avantage qu'en fin de sortie, quand vous prenez le taux de change effectif réel avec ces autres monnaies, nous avons gagné de la compétitivité à cause de la maîtrise de l'inflation. Et la maîtrise de l'inflation, on l'a eu parce qu'on est arrimé sur une monnaie forte. Donc même les problèmes de la compétitivité ne sont pas uniquement des problèmes de niveau de taux de change, mais souvent c'est des problèmes de prix. Et les problèmes de prix, ils sont conditionnés par les niveaux d'importation ou d'inflation importée, mais qui dépendent du niveau plus ou moins surévalué de la monnaie. Donc c'est des analyses très complexes. Ouais. Et le troisième point, c'est que si on avait dévalué le taux fixe pour avoir un niveau plus bas, il faut dire, comme ils pensent, il y a plus de chances qu'on exporterait. D'abord, première condition, c'est que j'espère que nous aurons des entreprises et des capacités de production prêtes pour répondre. Ouais. Mais la deuxième chose, c'est que quand nous avons une monnaie dévaluée, nos entreprises, nos maisons, nos terrains, nos actifs seront plus facilement achetables par des entreprises étrangères. Ça aussi, c'est un autre aspect de la monnaie. Mais là, actuellement, la parité actuelle est à l'avantage des entreprises européennes, non? Ça dépend pour faire quoi? Pour investir, par exemple. Alors, comme je vous l'ai dit, la parité actuelle a créé un différentiel d'inflation à notre avantage qui nous rend beaucoup plus compétitifs. Oui. Donc, mais même sur ce plan-là, mais c'est l'inverse. En tout cas, ce qui s'est passé quand vous lisez le rapport de politique monétaire de 2018, au troisième trimestre, ce qui s'est passé, c'est que nous avons gagné, les entreprises de la zone CFA ont gagné en compétitivité par rapport à toutes ces entreprises-là, parce que tout simplement, nous avons eu un différentiel d'inflation à notre faveur parce que nous avions une monnaie forte. Il faut un débat de fond. Jusqu'à présent, nous n'avons eu que des débats de divertissement, ou des débats de délation, ou des débats de... mais comment on appelle ça de dénonciation, ou des forces d'invective. Il faut que ça cesse. Nous voudrions discuter du débat, des propositions, et pour savoir où est-ce qu'ils veulent mener le Sénégal. Il est hors de question. Et les thèmes existent pour cela. Et les thèmes existent pour cela, et il faut qu'il y ait un débat sérieux, dans l'écoute, dans le respect et dans la courtoisie. Moi, je pense que c'est essentiel. Ça ne sert à rien d'aller invectiver les gens, payer des gamins sur les réseaux sociaux pour qu'ils insultent tout le monde. Ce n'est pas digne du Sénégal et ce n'est pas digne de la politique. Je pense que c'est aux 5 premiers candidats d'être dignes, d'être à la hauteur de la fonction, mais qu'ils sollicitent de la part des Sénégalais. Merci beaucoup, El Hadj Ibrahima Sall.